Alors, Mylène Patou-Mathis, vous êtes préhistorienne, directrice de recherche au CNRS. Vous venez de publier Préhistoire de la violence et de la guerre. Vous nous expliquez que la violence et la guerre sont des inventions récentes. Elles sont apparues, au fond, avec l'agriculture, avec la propriété privée, avec les inégalités. Et avant cela, pendant des millions d'années, c'était peut-être bien l'empathie qui était intrinsèque à la nature humaine et pas du tout la violence et pas du tout la guerre. Jean-Paul Demoule, vous êtes archéologue, vous êtes l'auteur d'On a retrouvé l'histoire de France, dont nous avions parlé ici à sa sortie l'année dernière et qui vient de ressortir en poche. Pour vous non plus, les hommes préhistoriques ne sont pas du tout les sauvages que l'on nous dit. C'est avec, là aussi, c'est avec l'agriculture, avec la sédentarisation, avec la naissance de la civilisation, on pourrait presque dire que les choses ont commencé à se gâter, que nous nous sommes mis à nous faire la guerre. Regardons ce que vous apportez de nouveau, les préhistoriens, les archéologues. Grosso modo, on pourrait dire que parmi tous les squelettes préhistoriques, les ossements qu'on a pu trouver, les centaines en fait qu'on a pu trouver, il y a très peu d'entre eux qui sont morts d'actes violents. On a vu tout à l'heure des tas d'exemples à la télévision, mais on ne les voit pas dans la chronologie. Alors nous, on ne comprend pas. Mais au fond, la plupart du temps, sur les centaines, il n'y en a qu'une dizaine, une douzaine. Oui, déjà, il faut faire une différence entre les périodes très anciennes, qu'on appelle le paléolithique, c'est-à-dire là où c'est les peuples chasseurs-cueilleurs nomades, oui, avec la néolithisation, domestication des plantes et des animaux, qui est plus tardive à partir, disons, de 10 000 ans. Et c'est très différent aussi de voir la guerre et la violence. Moi, je fais une distinction. Par la violence. Commençons par la violence. Exactement, parce que la violence, elle est présente. C'est-à-dire qu'on a quand même quelques actes de violence. Des preuves sur les squelettes où on voit des marques vraiment de coups, de stries de silex, mais c'est rare, bien entendu, par rapport à la quantité. Bien qu'il faille faire attention à la démographie. C'est vrai aussi que à cette période, ils n'étaient pas très nombreux non plus. Mais quand même, proportionnellement par rapport, surtout les dernières périodes avec les Néandertaliens, les Cro-Magnons, on a quand même pas mal d'ossements. Et donc c'est très rare. C'est fréquemment lié à un rite particulier qu'on appelle le cannibalisme. Lui existe depuis, on en trouve des traces depuis 800 000 ans. 800 000 ans. Et là, ce qui est intéressant de voir, c'est donc que ces traces de cannibalisme posent aussi un questionnement. Parce qu'en fin de compte, il y a deux types de cannibalisme. L'endocannibalisme, c'est-à-dire qu'on va manger un bout de sa grand-mère. Et puis l'exocannibalisme, on va manger l'étranger. Et pour nous, archéologues, c'est extrêmement difficile de savoir si on a affaire justement à l'endo ou à l'exocannibalisme. Parce que la différence est fondamentale. L'endo, c'est un rite funéraire. Oui, et l'exocannibalisme, quand on mange sa grand-mère. Exactement. Oui. Et l'exocannibalisme, on va chercher un étranger, on va manger un étranger pour un rituel particulier. Mais c'est peut-être aussi un rite sacré, c'est pas forcément un acte de violence. C'est souvent, il y a eu probablement du cannibalisme alimentaire, de survie, mais il y a aussi du cannibalisme rituel. Et très souvent, même si on observe et qu'on fait une étude vraiment précise, qu'on montre qu'il y a eu cannibalisme, on ne sait pas si c'est vraiment lié à un acte de violence. C'est rare qu'on ait à la fois des traces de décharnement, etc., avec un coup ou un projectile. Donc les actes violents, vous en avez trouvé assez peu, on va dire, en dépit des centaines de squelettes qu'on a pu collecter maintenant. Et deuxièmement, alors, la violence collective. En fait, le premier cas, c'est il y a 12 000 ans, enfin 12 000 ans avant Jésus-Christ. Là, en Égypte, on va voir d'ailleurs des squelettes que vous avez trouvés. C'est le site 117, donc, qui se trouve en Égypte, au nord du Soudan, où on a trouvé là 54 squelettes. Et donc qui ont été massacrés puisqu'on a des coups sur la tête et on a des pointes de projectiles. Hommes, femmes, enfants. Exactement, et ça c'est quand même quelque chose de terrible. Mais il faut bien savoir qu'à cette période, c'est une période charnière où il y a un réchauffement climatique qui commence et donc l'aridification. Et là, ce site se trouve au bord du Nil, sur la rive droite, et donc est dans la région la plus favorable donc à la survie. Mais c'est un cas unique. Et c'est un cas unique, voilà. Alors donc c'est aussi lié probablement à une crise. Et c'est le cas unique pour cette période très ancienne. En fait, il faudra attendre l'agriculture, la propriété privée pour retrouver des cas de violence collective comme ceux-là qui s'apparentent déjà un tout petit peu à la guerre. C'est très très récent. C'est pour ça que je vais vous montrer des extraits de la guerre du feu, parce que Jean-Paul Demoule, dont on a retrouvé l'histoire de France, vous avez dit que c'était pas possible qu'on laisse passer ça. La guerre du feu, où justement on nous montre des images de guerre entre hommes préhistoriques. Regardez. Quand on voit des images comme ça, on se dit, bah oui, c'est normal, on s'est toujours battu, on s'est toujours fait la guerre, et vous nous dites absolument pas, c'est inimaginable. Ça n'existait pas, ça.
Alors en tout cas, on n'en a aucune preuve archéologique crédible. En général, quand il n'y a pas de preuve archéologique, ça pose un petit problème. C'est que ça n'a pas dû se passer. C'est justement par rapport... Pour les périodes anciennes, il n'y a pratiquement pas de traces de blessures. Et leur mode de vie n'est pas du tout ce qu'on se représente dans les dessins animés avec l'homme, sa massue et traînant sa femme par les cheveux. La bande dessinée Raon, qui a plein d'enfants qui... Raon, c'est plutôt un héros positif. Mais enfin, ils n'arrêtaient pas de se battre. Globalement. Et puis il faut ajouter, si vous le permettez, il faut ajouter que c'est une vision aussi qui est basée sur tout un mécanisme de l'époque, de la construction de l'image préhistorique. C'est-à-dire qu'il faut absolument que nos ancêtres soient violents, soient archaïques, puisque nous sommes issus de toute une évolution positive. Donc je crois que c'est aussi quelque chose qui est porté depuis très longtemps. Jean-Paul Demoule, vous aussi, en tant qu'archéologue, et sur le territoire français, vous n'avez trouvé de traces de violence, et particulièrement de violence collective, qu'à partir du moment où on se sédentarise, à partir du moment où en fait il y a la propriété privée, et que là tout à coup il y a des inégalités et des chefs. Oui, s'il y a pu y avoir des phénomènes ponctuels de violence très probables, des faits divers de temps en temps qu'on peut observer aussi dans les sociétés traditionnelles, la guerre en tant qu'institution, elle apparaît qu'au bout d'un certain temps de l'agriculture et de l'élevage, ce qu'on appelle le néolithique. Le néolithique en Europe, ça commence vers 6000 ans avant notre ère, et les phénomènes guerriers commencent vers 4500, 4000 à peu près. Donc concrètement, ça veut dire que... Avant, pendant des millions d'années, c'était la paix. C'était de temps en temps peut-être des scènes de ménage ou des tueurs fous comme il y a encore chez les Esquimaux, etc. Mais vraiment ponctuellement. Mais là, ça s'institutionnalise, c'est-à-dire que les villages qui au début sont installés dans les endroits les plus favorables, en plaine, près des rivières, etc. Il y a un moment où on les voit qui se mettent dans des endroits beaucoup plus inconfortables, sur des collines, qui s'entourent de palissades, de fossés, et où on voit. Et là, ça s'arrêtera plus jamais. Et une partie des inventions techniques qu'on fera, comme le métal, vont servir à mieux tuer son semblable. Donc c'est l'idée de dire c'est dans la nature humaine, c'est faux. Il y a une agressivité qui concerne en général plutôt les mâles, mais qui est très ponctuelle, hein, et qu'on observe en tout cas pas. Et c'est seulement avec cette généralisation, le fait d'avoir des territoires délimités, l'accumulation de la population, parce que la conséquence directe de l'agriculture et de l'élevage, ça va être le boom démographique. Les chasseurs-cueilleurs sont peut-être quelques centaines de milliers d'individus sur l'ensemble de la planète. Là, on va... Oui, puis les inégalités, l'esclavage, comme vous dites, à partir du moment où on commence à avoir des champs de plus en plus grands, on a besoin d'esclaves, donc on va aller faire la guerre à la communauté d'à côté pour lui voler des esclaves. Mais je crois qu'il faut faire attention, c'est-à-dire qu'en fin de compte, on est à un tournant. Quand on passe de chasseur-cueilleur à prédateur, évidemment, à producteur, évidemment, il y a un grand changement, la sédentarisation, l'explosion démographique, mais en même temps, tout va changer, c'est-à-dire que la structure sociale aussi va changer. Et donc, c'est multiforme, en fin de compte. Jean-Paul Demoule, vous dites en plus qu'il se nourrissait mieux que nous. Oui. Il vivait dans l'abondance. Les chasseurs-cueilleurs travaillaient beaucoup moins que nous, et diététiquement, ils mangeaient ce qui était adapté pour eux. Alors qu'à partir du néolithique et de l'agriculture, on a commencé à dévier progressivement de ce pourquoi on était fait. Donc il ne s'agit pas de retourner à la préhistoire, mais il s'agit de comprendre notre préhistoire pour pouvoir comprendre notre présent. Et aussi bien d'un point de vue physiologique, c'est-à-dire pas manger n'importe quoi, mais aussi d'un point de vue social, c'est-à-dire de ne pas penser que la violence, la guerre, l'inégalité est une fatalité, puisqu'elle est historiquement datée. Jean-Paul en a parlé, c'est-à-dire que sur la violence primordiale, c'est-à-dire que ça a été quand même quelque chose qui a été rabâché, et je crois qu'il faut faire justement très attention à ça. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui a été construit, notamment au XIXe siècle et au début du XXe siècle. Et en fin de compte, c'est ce que j'appelle, moi, cette violence primordiale, notamment René Girard en a beaucoup parlé, ou bien on pourrait prendre la horde primitive de Freud aussi, hein. C'est-à-dire que ce sauvage intérieur, c'est une construction. C'est-à-dire que c'est quelque chose, une construction mentale, et c'est pas une réalité ni anthropologique ni archéologique. Et c'est important de le souligner, parce qu'en fin de compte, ça a énormément marqué au XIXe siècle et au XXe siècle, ça s'est poursuivi, les esprits. Et je pense que c'est pour ça qu'encore maintenant,
Il y a beaucoup de références à ça parce qu'en fin de compte, ça dédouane. C'est-à-dire que moi, je dis c'est l'éternel alibi de nos débordements. C'est-à-dire qu'en fin de compte, on se sert de ça pour dire on ne peut rien faire puisque c'est la part d'animalité. Alors je ne sais pas ce que ça veut dire, d'animalité en nous qui fait que nous sommes violents. Non, nous sommes agressifs. Heureusement, ça c'est la survie. Mais nous ne sommes pas violents. La violence est construite et elle est construite justement quand on va montrer que l'autre est l'adversaire, l'autre devient l'ennemi. Et on construit comme ça cette violence. Et je crois que ça, c'est quand même quelque chose de très important. Et justement, c'est ce qu'on ne retrouve pas très profondément au niveau du temps et de l'espace. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est quand même ciblé dans un temps relativement récent et surtout dans les pays occidentaux.